Là, il va falloir aligner le billet si vous voulez m'avoir. Je pense que j'ai eu une relativement bonne stratégie où déjà je publie à chaque fois sur Discord et Workplace. C'est un peu un mystère pour moi, LinkedIn. Il y a des trucs qui apparaissent, je sais pas d'où ils Hmm. viennent, mais ils sont là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode. Aujourd'hui, j'accueille Mathis, qui est le plus jeune invité que j'ai reçu dans cette émission. À 19 ans, il va rentrer dans le monde du travail après un an de formation Open Classroom et un apprentissage en parallèle. Tout au long de son parcours, il a partagé sur les réseaux sociaux les étapes de son aventure. Je voulais aborder avec lui l'importance de partager ses projets et ses réalisations sur Internet afin de se construire un avantage compétitif et de sortir de la masse des développeurs juniors. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon interview avec Mathis et abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas pour recevoir les prochaines interviews. Donc je me présente, je m'appelle Mathis Barré. Je suis donc étudiant chez Open Classroom en alternance cette année, donc pendant 12 mois. Là, je suis sur mon dernier mois, donc j'ai attaqué récemment le dernier projet. Et accessoirement, du coup, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes connaissances. Et j'ai aussi créé en parallèle de mes projets cette année un site internet qui s'appelle devs.coffee, qui était là pour aider les étudiants Open Classroom, ainsi qu'un serveur Discord qui allait avec. Ouais, je suis assez fréquemment sur ton serveur Discord. Donc, si je comprends bien, tu fais tes études, donc tu fais une alternance plus la formation Open Classroom. Oui, c'est ça. En fait, j'ai trouvé mon alternance avant de trouver la formation. C'est-à-dire que je cherchais à la base un CDI à la sortie de mon bac, parce que j'avais appris en autodidacte. Et j'ai pas fait exprès, on va dire, de demander une alternance. C'est-à-dire que j'avais écrit ma lettre de motivation, etc. Je me suis rendu compte après coup que c'était une alternance. Je l'ai envoyé quand même. Je l'ai eu très rapidement. Ils m'ont recontacté très rapidement. Et du coup, on cherchait une école. Il s'avérait que Open Classroom, ils acceptent toute période de l'année. Donc, je me suis mis à faire Open Classroom. Donc, ouais, c'est plus par, on va pas dire dépit, mais t'as pas fait une école BTS ou licence ou même master à cause de ça. Euh, je voulais pas faire d'école. D'accord. En fait, ouais, je voulais pas forcément faire trop d'études longues. Je pensais avoir assez de connaissances. Comme j'ai dit, du coup, j'ai appris en autodidacte, principalement avec FreeCodeCamp. Mhm. Et j'avais déjà, dès mes 18 ans, j'ai lancé mon entreprise. Du coup, je me sentais relativement à l'aise pour le monde de l'entreprise, pour essayer de tenter quelque chose. J'ai peut-être visé un petit peu haut en voulant un CDD CDI, mais au final, j'ai quand même réussi à avancer. Des fois, c'est en visant un peu plus haut qu'on arrive à avoir quelque chose un peu plus bas, mais du coup, qu'on avance quand même. Donc, tu as monté une entreprise en plus à 18 ans qui faisait quoi? Hmm. Ou qui fait? Mais j'avais comment oui, j'ai encore mon entreprise, même si je refuse toutes les demandes parce que j'ai pas de temps actuellement là. Mais du coup, oui, j'ai commencé à faire quelques travaux pour les proches, c'est comme ça que ça commence souvent. Euh, Avant même mon entreprise, donc avant mes 18 ans, sachant que là, aujourd'hui, j'en ai 19. Donc, c'était juste avant en fait que je commence ma formation. Et c'est comme ça, moi, je marche beaucoup. J'ai pas du tout cette logique, en tout cas depuis que je fais de la programmation, depuis que c'est mon activité principale, de j'apprends et peut-être que ça va me servir plus tard, on ne sait pas. Moi, j'ai toujours eu une problématique et du coup, je veux faire quelque chose, j'apprends du coup le langage, la notion pour faire cette chose. Hmm. Ce qui m'a permis de rester motivé et d'apprendre mieux, je le pense. Et donc, ouais, mon objectif, c'était de vivre de la programmation. Et donc, je voulais commencer à faire des sites vitrines. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux vendre ça à mes clients? Comment est-ce que ça peut valoir le coup? Donc, je commençais à apprendre Jekyll, qui est un générateur de sites statiques fait en Ruby. Après, j'ai évolué, j'ai appris React parce que je me rendais bien compte qu'il y avait ses limites assez présentes. Après, je suis passé sur Gatsby, après, je suis passé sur Next.js. Et, euh, et voilà. Donc à chaque fois, je perds le début de pourquoi je parle. Euh, oui, voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et voilà. Ok.
Donc, tu as monté ta petite structure. Donc, comment tu fais pour trouver des clients? C'est du bouche à oreille ou tu es sur une plateforme de freelance? Du coup, mes premiers clients, c'était des proches. Donc, soit j'ai fait un site pour l'association de mon village, j'ai fait un site pour la mère d'un ami et son ami. Donc voilà, c'est bouche à oreille, ça commence comme ça. Et après, une fois que j'ai un petit portfolio, je me suis inscrit sur Malte. Ça marche plutôt bien. Donc, ouais, c'est une plateforme pour mettre en relation les Mm. freelances et des potentiels employeurs pour des petites missions. Et j'ai fait quelques missions dessus, j'en ai fait deux, trois. Je refuse pas mal en ce moment parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop de temps. Et il y a aussi, plus récemment, ça a commencé LinkedIn, où je reçois des messages de propositions de travail en freelance, pareil, que je refuse malheureusement en ce moment. Ouais, parce que tu te concentres plus sur ta formation, sur ton alternance. Ouais, c'est ça. Là, du coup, je dois finir le P7, qui est un gros truc, du coup, en un mois. Euh, on a pas mal de travail dans cette période de l'année aussi dans mon entreprise, surtout qu'il y a pas mal de gens qui sont en vacances, donc il faut ceux qui restent, ils travaillent plus. Et en plus, j'ai refait récemment mon site. Je suis en train de refaire mon site parce que il est très basique, il marche, ça me va. En l'état actuel, c'est cool, mais je voulais un truc un peu plus élaboré. Mais c'est pas la priorité. Enfin, j'ai commencé quand même, bref. Je dois refaire mon CV. Je dois commencer à contacter des entreprises du coup pour l'année prochaine. Je vais avoir un appel là jeudi d'une entreprise qui m'a contacté via LinkedIn d'ailleurs. Euh, Et et donc, voilà, donc pas mal de donc, travail. donc tu chercherais pour la suite, tu chercherais plus en CDI, en CDD, en freelance, en autre chose? Moi, dans l'idéal, ce serait partir sur un CDI. Ok. J'aime beaucoup travailler en équipe et en présentiel. Donc ouais, pour l'instant, c'est par là que je me dirige. Je suis pas contre faire un CDD qui éventuellement pourrait partir sur un CDI ou pas. Je pense qu'à partir du moment en tant que développeur où tu as commencé à travailler, tu trouves facilement d'autres missions, d'autres travails. Euh, je suis pas contre la freelance non plus. Tu vois, là, je suis ouvert à toutes les possibilités, mais ouais, je prioriserai le CDI, si possible. D'accord. Alors, c'est marrant parce que quand je t'écoute, tu as une orientation qui est très freelance, mais tu choisirais le CDI. Ouais, alors parce que En fait, j'ai commencé par le freelance parce que c'était ça qui me permettait d'apprendre, d'évoluer. Et c'est plus facile parce que quand t'as rien pour l'entreprise, c'est plus compliqué. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir mon alternance. Maintenant, j'ai eu une période de 2 années, mes deux dernières années de bac, où j'ai travaillé, j'ai fait les cours à distance et ça n'a pas du tout marché. Déjà au niveau des cours, ça c'était pas très grave parce que j'ai passé la plupart de mon temps à apprendre le développement web du coup, ce qui m'a réussi maintenant. Mais surtout socialement. En fait, je me rends compte que je ne pensais pas l'être, mais je suis quelqu'un de très sociable euh, ou qui a besoin de sociabilité en tout cas. Et donc ouais, l'entreprise, je pense que c'est ce qui me correspond le plus. En plus, j'aime bien avoir des responsabilités et avoir un projet. C'est-à-dire que dans l'idéal, j'aimerais que le projet d'entreprise soit mon projet, quoi, que je le porte. Limite, je compte pas mes heures, tu vois, un truc qui me motive vraiment, je peux vraiment travailler beaucoup pour le projet. Euh, donc voilà, j'aimerais porter un peu un étendard, mon truc, notre truc du coup. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je cherche plus une entreprise. C'est vrai qu'en freelance, c'est assez compliqué. Tu es plus un mercenaire qui va apporter ses compétences, mais tu leads jamais un projet et tu n'accompagnes pas le projet jusqu'au bout. Tu es juste là pendant une période de temps donné. C'est ça. Et donc, par rapport à ça, bon, je te souhaite du courage pour retrouver un CDI. Bon, je pense que ça va pas Merci. être trop dur avec ton profil. Donc, là, tu vas finir ta formation Open Classroom et ce qui m'a intéressé de t'interviewer, c'est que parallèlement à ça, tu as fait une chaîne YouTube pour Mm. partager tes connaissances. Et c'est pour quelle raison tu as fait ça? Tu aurais pu faire ta formation, ton alternance dans ton coin et ne jamais partager.
Oui, il y a pas mal de raisons à ça. Alors déjà, j'ai commencé durant le confinement. Comme il y a beaucoup de choses qui ont commencé ici, et ouais, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et des lives sur Twitch. D'ailleurs, certaines vidéos sur YouTube sont juste les rediffusions des lives. Et alors pourquoi j'ai commencé ça en premier temps? Je pense que c'était surtout histoire d'essayer, savoir est-ce que j'en suis capable, est-ce que ça marcherait, est-ce que voilà, et c'est une aventure à tenter. Euh, D'ailleurs, ça fait longtemps que, même avant le confinement, que je voulais essayer. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont non répertoriées où j'essaie de faire des tutos. Mais je commençais trop gros, je voulais voir tout JavaScript et je bégayais, j'avais un mauvais micro, c'était compliqué. Donc, je pense que en fait, cette envie, elle vient c'est par copie, on va dire. J'ai vu les autres, les graphic arts, etc., qui m'avaient aidé durant la formation. Et du coup, voilà, je vais faire la même chose, partager et voir ce que ça fait. Euh, Après coup, quand j'ai commencé, pourquoi j'ai continué? Parce que bah, tu as l'adrénaline, l'accomplissement de soi, le bonheur d'avoir produit quelque chose, un petit peu comme quand tu produis un site internet. En fait, c'est la création qui est intéressante et les retours après qui s'en suivent. Donc, ouais, il y avait des bons retours, les gens étaient contents. Moi, aussi, ça me permettait de pratiquer mon oral, d'être plus à l'aise devant la caméra. Enfin, devant la caméra, je n'avais pas de caméra, mais devant le micro, l'ordinateur. Ça permet aussi de mieux expliquer, ouais, de m'entraîner à rendre les choses claires. Et dans un dernier point aussi, je pensais pas mal enfin, je pense beaucoup de choses que je fais, c'est pour qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et je pensais que ça pouvait, et je pense toujours que ça peut me donner des possibilités au niveau bah, d'employabilité. Ça donne un point en plus, quelqu'un qui participe comme ça et qui partage ses compétences. Et ce qui permet, par exemple, de faire cette interview et éventuellement de toucher encore plus de monde. Et peut-être que, j'en sais rien, quelqu'un me contactera parce qu'il a vu cette vidéo. Et tu vois, Oui, c'est toujours se donner plus de possibilités. je suis totalement Voilà. d'accord avec toi. Alors, j'ai deux questions. Alors, je vais essayer de les prioriser. Donc, tu as parlé que ça te permet de mieux structurer ta pensée, du moins d'expliquer. Est-ce que ça t'a aidé dans ta formation Open Classroom de, d'essayer d'expliquer aux autres tes compétences? Hum, Bah, dans ma formation Open Classroom, en soi, pas forcément. Enfin, pas pour moi en tout cas. Euh, Parce que, disons que en essayant d'expliquer certaines choses, dire, on peut le voir sur certaines vidéos de rediffusion de live, je me rendais compte que je ne les connaissais pas. Donc, bah, j'apprenais et je corrigeais, et du coup, ça me permet de monter en compétence. Et je pense que j'aurais eu exactement le même problème en montant un projet et me rendant compte que je ne sais pas faire quelque chose que je pensais savoir. Donc, est-ce que ça m'a aidé en soi pour mes projets Open Classroom? Pas forcément. Est-ce que ça m'a aidé plutôt pour l'entreprise en fait, pour parler avec les collègues, pour même sur Discord du coup en vocal et les gens, etc. Le côté ouais, social d'entraide, ça aide, oui. Plus tu t'entraînes à expliquer quelque chose, plus tu sais le faire, c'est comme tout. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Je te pose la question parce que moi, j'ai eu le même cas quand j'ai commencé cette chaîne. Je me suis aperçu que j'avais énormément de mal à expliquer ce qui, pour moi, était naturel. Et même des fois, je suis arrivé dans la même situation que toi. C'est que je me retrouvais à dire, mais je fais ça depuis des années, mais je suis incapable de savoir comment ça marche. Et là, Ouais. tu t'aperçois que tu as certains manques de connaissances et tu es obligé pour faire une vidéo de vraiment aller creuser en profondeur pour pouvoir le simplifier et l'expliquer. Ouais. J'ai pas trop eu cette sensation d'aller en profondeur, même si je pense que c'est vrai. Par exemple, j'ai pensé éventuellement à faire une formation React et je me suis rendu compte que si je voulais la faire, il va falloir que j'apprenne React en profondeur pour pouvoir bien l'expliquer. Mais ce que j'ai plus fait, c'est plutôt changer ma façon de coder. Par exemple, l'exemple le plus récent qui me vient à l'esprit, c'est pour le projet similaire au P5, donc c'était le premier projet JavaScript Orinoco Donc, c'est de faire que un j'ai site fait. e-commerce.
c'est ça. Euh, j'ai réfléchi ma façon de faire pour que ce soit le plus clair possible. J'avais tout découpé en fonction d'un premier temps et après je faisais ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ça, je le fais pas forcément tout le temps quand je code moi tout seul de mon côté. Et donc, ouais, ça, quand tu sais que quelqu'un va regarder derrière et essayer de comprendre, tu codes différemment. Voilà, Hmm. Tu fais plus attention. tu fais plus attention. Ouais. Et donc, ma deuxième question, parce que je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là, c'est tu espères, ou peut-être que tu as déjà eu des touches pour ton boulot, pour montrer ton projet, tes projets. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont contacté pour te proposer une mission ou pour te proposer un boulot suite à ta chaîne YouTube? Suite à ma chaîne YouTube, non, je pense pas. Peut-être que certaines, excusez-moi, pardon. Peut-être que certaines offres sont venues après que les gens soient allés sur mon LinkedIn, peut-être qu'ils ont vu mes créations, mon YouTube, parce que je l'ai mis dans mon portfolio entre autres, et peut-être que ça a joué. Mm. Mais personne n'est venu pour l'instant directement de ma chaîne YouTube à moi. D'accord. Bah ça, ça alors moi j'ai la même expérience. Moi ça m'arrive assez fréquemment de faire des tests techniques. Je mets toujours une vidéo en ligne avec l'explication du test technique. Même elle est en non répertorié, mais les gens ensuite vont regarder ta chaîne YouTube et ça peut être une façon de faire la différence. Les gens font beaucoup plus confiance à des personnes qui publient sur leur travail que une personne lambda, ce qui est tout à fait naturel. En plus, surtout quand tu commences Ouais, à avoir des abonnés et que tu les montres, tu as une preuve sociale qui peut être ouais, intéressante. ouais, c'est normal, je pense. Mm. Ça montre aussi que tu sais travailler en autonomie pour construire là, une audience dans ce cas-là et des vidéos. Donc, oui, ça montre d'autres compétences supplémentaires. Ouais. Et quelle ambition tu as pour ta chaîne YouTube une fois que tu auras fini ta formation, tu vas continuer ou pas ou... Euh, non, honnêtement, j'ai pas une grosse ambition. Ça fait partie. Il y a pas mal de projets comme ça que je lance et que je continue, soit que j'abandonne complètement, soit que je continue Mm. euh, à- euh, quand j'en ai l'occasion. Là, par exemple, ma chaîne YouTube était très active durant le confinement et c'est vrai que ça a beaucoup ralenti. Je fais des vidéos tous les 2 mois maintenant, je crois. Euh, et voilà, je ne laisse pas tomber. Je sais qu'elle est là. C'est toujours intéressant de faire des vidéos. Moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est de la création. Ça te booste un petit peu. Euh, mais je sais qu'il ne faut pas que je mette la pression sur ça. Et il ne faut pas que je vois trop gros parce que c'est pas ma priorité. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le développement et maintenant aussi pas mal le design. Et donc, ouais, c'est là, mais j'ai pas plus d'ambition que ça. C'est cool de l'avoir, c'est cool de pouvoir le montrer. Oui, c'est cool de pouvoir poster de temps Mm. en temps, mais pas plus que ça. C'est une expérience et au moins ça t'a permis d'acquérir des compétences, mais t'as pas envie de Mm. pousser plus que ça. Ouais, ça reste une porte éventuellement pour le futur. Mm. Actuellement, c'est pas mon envie, ma priorité, mais oui, c'est toujours un chemin en plus de possible. Mm. Même tu as développé les compétences pour, et si dans le futur tu en as besoin, ça pourra toujours être Ouais, utile, quoi. Ok. exact. Et tu as parlé de Twitch. Est-ce que ça a marché de coder? Je suppose que c'était des live coding que tu faisais. Est-ce que ça a marché ou pas? Alors, ça a plutôt marché pour quelqu'un qui débute sur Twitch. J'avais une dizaine de personnes à chaque fois. Il y a en fait, c'est plein d'émotions quand tu live sur Twitch. À chaque fois que je sortais, soit j'étais vraiment déçu. D'ailleurs, encore plus déçu que j'aurais dû l'être parce qu'en regardant la vidéo, des fois, c'est pas si pire que ça. Et donc, ouais, il suffit qu'il y ait un problème technique, qu'il n'y ait pas trop de monde, que tu te rendes compte que ce que tu as prévu, c'est pas si intéressant que ça. Et ça fait mal. Euh, mais par contre, quand ça se passe bien, tu es vraiment heureux. Quand il y a un petit peu de gens, quand il y a l'interaction, quand le projet roule, tu fais ta démo comme tu peux, c'est vraiment ça prend et tu sors de ça, tu es heureux, quoi. Et t'étais stressé ou pas avant de commencer ton live Twitch? Ouais, c'est toujours stressant. Bah,
c'est du live, donc il peut se Mm. passer n'importe quoi. Je crois que j'avais eu dans un live, j'ai dû couper dans la rediffusion, mais un moment où quand j'étais encore chez mes parents m'ont appelé pour manger quelque chose dans le genre. Ah, des trucs, ça peut être honteux. J'ai aussi des moments où pendant 15 minutes, je suis sur un bug tout bête et je cherche, quoi, comme on le fait souvent en développement parce que je n'avais pas préparé assez. Et, euh, et voilà, j'essaie de faire bouger le chat pour qu'il m'aide en même temps, mais c'est pas toujours facile. Ah, c'est souvent très difficile d'avoir des interactions, surtout quand Ouais. tu débutes. Moi, j'ai tenté l'expérience sur YouTube et moi, je me suis retrouvé dans le cas inverse où j'avais vraiment personne. Ouais. Et donc, tu codes pour toi. Bon, après, c'est un exercice différent, mais tu te sens vraiment seul. Bah, je pense que j'ai eu une relativement bonne stratégie où déjà je publie à chaque fois sur Discord et Workplace. Mm. Workplace où j'avais déjà, surtout en début de formation, je postais pas mal et du coup j'avais une certaine communauté qui me suivait, des gens qui interagissent régulièrement avec mes posts. Donc ça marchait. Et aussi, j'ai pas commencé sur Twitch au tout début. C'était juste des live Discord. Et mine de rien, le fait que ce soit déjà avec une communauté construite, euh, les gens se sentent plus proches de toi, et toi tu te sens plus proche des gens, vous êtes dans le même salon vocal, etc. Et donc les interactions se font plus facilement à la base. Et après, quand c'était trop gros, il fallait aller sur Twitch. De toute façon, c'est un move qui est obligatoire au bout d'un moment. Et là, c'était plus compliqué. Donc je recommanderais à ceux qui veulent se lancer éventuellement d'aller sur Discord. En plus, c'est des gens éventuellement que tu connais mieux parce que tu parles avec eux quotidiennement. Et le bonus, ça permettait aussi de lancer le Discord devs.coffee, qui à chaque fois que je faisais un live et que je publiais sur Workplace, tu avais une vingtaine, une trentaine de personnes dans la journée qui arrivaient pour voir le live en exclusivité sur le Discord. Donc ouais, ça avait pas mal d'avantages, je le conseille. Ah, c'est vraiment pas mal. Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça. Parce qu'en gros, tu crées un salon vocal, tu dis à telle Mm. heure j'y serai et tu présentes pendant ce temps-là et tout le monde peut interagir avec toi. Ouais, c'est ça. Et Et t'avais avec la voix ou oui, avec la voix. Mais du coup, il y avait le live qui était vraiment directement avec l'option live sur Discord. Ok, je Et savais même puis, pas qu'on pouvait faire une option live sur Discord. Mais les gens pouvaient parler ou c'était juste en texte alors, je demandais à tout le monde de se mute et je disais si vous avez une petite question, vous l'envoyez sur un salon qui était dédié à ça. Et si vous voulez intervenir du coup en textuel, moi je suis motivé. Je crois qu'on n'a pas eu énormément de personnes qui l'ont fait. Peut-être, je crois que c'était en fin de live, il y avait des fois des questions où on commençait à parler avec les gens et c'était intéressant. Euh, et ouais, voilà. Non, non, moi, je trouve ça vachement intéressant. Ça me serait jamais venu à l'idée de faire ça. Alors, je suis pas un utilisateur très assidu de Discord. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bruit sur Discord. C'est toujours très difficile de trouver quelqu'un avec qui parler ou dès que tu postes quelque chose, ça remonte dans la pile à une vitesse phénoménale et il n'y a plus personne qui lit ton Et message. bah, déjà, bon, il y a une nouvelle fonctionnalité de Discord, les threads qui sont censés régler le problème, mais surtout, c'est pour ça que j'avais créé Devs.coffee à la base. C'est parce que l'objectif, et c'est resté le cas, et ça marche, là, ça tourne tout seul, c'est cool, c'était d'avoir une communauté régulière, mais qui restait assez petite, avec peu de salons pour pas s'y perdre, et justement, pas trop de bruit. Donc, ouais, mon objectif, ça a toujours été il y a un salon, il est utile, s'il n'est pas utile, il dégage. Donc, il doit y avoir cinq salons écrits, même peut-être moins sur le Discord actuellement. Et ouais, voilà, j'essaie de pas faire ce que tu reproches à Discord. Ouais, bah c'est un peu moi, je suis dans certains groupes, il y a 1200 personnes. Au final, dès que Oui, quelqu'un parle, personne n'écoute parce qu'il y a trop de bruit, quoi. ouais, plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Mm. C'est pour ça que même euh, on vire des gens, nous, avec l'option pour virer. Si tu t'es pas connecté depuis 30 jours, hop, t'es parti. Et là, il y a même Greg avec qui je fais enfin, qui est un admin avec moi sur le serveur Discord, qui prépare un bot qui permettrait d'obliger les gens à se présenter quand ils arrivent pour encore plus
faire ce côté proximité, connaître les gens et pouvoir discuter avec eux, et de les virer aussi automatiquement au bout de certain nombre de jours, voilà, pour que vraiment on reste une communauté la plus petite mais la plus présente possible. Ouais, c'est un peu le problème des communautés, c'est plus elles sont grosses, c'est moins les gens sont impliqués. Non, c'est Oui. intéressant. Et t'as déjà essayé de programmer un peu des bots sur Discord ou... Ouais, j'avais fait un bot Discord il y a longtemps. C'était alors quand justement je faisais ma formation avec FreeCodeCamp. Hmm. J'avais là aussi créé une communauté FreeCodeCamp française. Qui d'ailleurs, je crois que si tu tapes FreeCodeCamp Discord sur Google, c'est encore le lien de cette communauté qui apparaît en premier, même si le serveur est supprimé maintenant. Et donc à ce moment-là, j'avais ouais, commencé à créer un petit bot en JavaScript pour faire justement cette option de quand tu arrives, il faut que tu te présentes un petit peu et après le bot met un rôle automatiquement et hop, t'es dessus. Mais du coup, vu que le serveur a été supprimé peu de temps après, ça n'a jamais été effectif. Mais ouais, j'ai tenté ça. Non, c'est bien. Moi, je me suis toujours posé la question comment on crée un bot Discord et comment c'était possible. C'est pas très compliqué à faire. C'est pas très compliqué à faire. Il y a plein de tutos sur YouTube. Il y a Discord.js est très bien documenté. Donc ouais, non, il y a pas de souci. Par contre, ouais, au début, je voulais faire avec directement l'API de Discord. C'est compliqué. Je vous conseille vraiment de passer par la librairie Discord.js. Je sais qu'il y a aussi discord.py en Python. D'ailleurs, c'était même avant celle en JavaScript. Mais j'ai pas essayé. Je crois que la documentation est pas terrible. Comme beaucoup de projets qui n'utilisent pas de langage web, la documentation sur le web est souvent très moche. Et là, je crois que c'est le cas. Ouais, donc il faut s'armer un peu de patience et de courage ou utiliser une bibliothèque qui fait abstraction de tout ça, quoi. Et du coup, la bibliothèque, ouais, oui. Hmm. Si tu veux faire avec l'API Discord, ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, la bibliothèque JavaScript est très bien. Enfin, je suis pas allé dans les retranchements, mais je pense qu'elle est bien même quand tu pousses. Ok. Et alors, je vais faire un grand écart, mais là qu'on est à parler de médias sociaux, donc maintenant, tu te concentres aussi un peu sur LinkedIn. Relativement, c'est-à-dire que j'ai essayé de compléter mon profil le plus possible. J'ai demandé des recommandations à mes connaissances de parcours et je vais demander bientôt à mes collègues. Donc, ouais, j'essaie de remplir le plus possible. J'ai essayé de poster, j'ai mis des annonces pour Devs Coffee. J'avais fait un post à l'époque lors d'une sortie de Next.js. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut faire, qui est bien à faire, mais j'avoue que je manque peut-être de temps et d'énergie, de motivation pour le faire régulièrement. Mais voilà, je sais que c'est important, c'est souvent sous-estimé. C'est Mais ouais. énormément sous-estimé. Moi, je t'avouerai que ça fait 2 mois que j'ai essayé, parce que j'ai à peu près le même parcours que toi, j'essaye tous les médias sociaux, et c'est tellement facile sur LinkedIn de se faire repérer. Ouais, ouais. Parce que, Et puis surtout on est beaucoup recherché, donc ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a le système de reach, alors c'est la portée qu'ont tes posts. C'est très facile que tes posts soient vus par des dizaines, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Moi, je vois un post LinkedIn que je fais, j'arrive assez fréquemment aux 10 000 personnes atteintes. Sur YouTube, quand je dépasse les 2000, ouais. c'est vraiment, je suis le roi du pétrole, quoi. Oui, c'est un autre monde. Mais j'avoue que si je me concentre sur LinkedIn, ce sera vraiment pour publier parce que bah, je suis sur LinkedIn, les posts, etc. Il y a quelques posts qui sont intéressants, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui. C'est pas vraiment intéressant. C'est du blabla, c'est du partager mon CV. Ça, il y en a énormément, surtout que j'ai Mm. dans mes contacts, beaucoup d'étudiants. Et honnêtement, c'est pas très intéressant en tant que consommateur, mais c'est vrai que pour produire et pour attirer non pas forcément d'autres étudiants, mais plus des recruteurs, ouais, c'est intéressant. Mm. Bah, ça, moi, je peux te donner une petite astuce. Là, l'autre jour, je cherchais une nouvelle mission et j'ai écrit sur LinkedIn que je cherchais une nouvelle mission. Et LinkedIn, il faut savoir que l'algorithme a deux particularités. C'est qu'il apprend des personnes que tu connais. C'est qu'en gros, si des personnes de ton réseau like, il va chercher des personnes de leur propre réseau qui leur ressemblent. Mhm. Donc, ce qui fait que tu peux assez facilement grossir très très vite. Et le truc, c'est qu'ensuite, tu peux jouer sur les interactions. Plus ton post
Et liker, dépiler, ou si c'est des sondages, à chaque interaction, tu gagnes des points et ça augmente le reach encore. Et l'avantage, Mm. quand tu fais ça pour trouver du boulot, par exemple, moi, je cherchais une mission, j'ai eu 26 000 impressions, donc ça veut dire que mon post a potentiellement été lu par 26 000 personnes. Ouais. Et ça te permet de générer assez facilement des leads parce que les recruteurs, comme ils vont liker, comme ils vont écrire un commentaire dessus, bah, ça va contacter d'autres recruteurs, c'est ça contacte d'autres recruteurs et ainsi de suite. Ouais, c'est facile de faire un effet boule de neige. Ok. Je Après, note. ouais, c'est l'endroit le plus facile parce que si tu essaies de faire ça sur Facebook, c'est super dur. Bah, surtout pour contacter une audience professionnelle. Mm. Mais après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui publie sur LinkedIn. Je pense que c'est pour ça que l'algorithme est assez permissif. C'est vrai, mais en même temps, d'un autre côté, par exemple, enfin, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi personnellement, j'accepte tout le monde sur LinkedIn. Et du coup, il y a beau pas grand monde qui publie, bah, et quand tu as énormément de contacts, tu as tout le temps des choses. Et souvent, d'ailleurs, enfin, on voit que c'est très permissif parce que je pense que dans mon feed, j'ai presque aucune personne qui sont dans mes contacts où je vois un post. C'est un peu un mystère pour moi, LinkedIn. Il y a des trucs qui apparaissent, je sais pas d'où ils Mm. viennent, mais ils sont là. Mais du Ouais, coup, bah, oui, c'est aussi l'avantage dont tu parlais. c'est ça. LinkedIn est très ouvert au fait, tu sais, de partager des choses qui sont pas de ton réseau direct. Et c'est pour ça que Mm. des fois, tu te retrouves avec des trucs que tu sais pas trop d'où ça sort parce que c'est de troisième rang de liens. Donc, c'est ça qui est assez intéressant et c'est comme ça que c'est assez facile de se faire connaître sur LinkedIn. Mais je te recommande d'essayer, surtout quand tu cherches du boulot, d'essayer de catcher un maximum d'interactions. Ça peut être pas mal. Et au point de vue de ça, tu as eu plusieurs recruteurs qui t'ont contacté ou pas sur LinkedIn Oui, sur LinkedIn, il y a plusieurs recruteurs. Je dû en avoir ouais, 4-5 dans le dernier mois là. Mais ce qui est un petit peu, ce qui fait mal un petit peu avec LinkedIn, c'est que tu as beaucoup de messages automatiques, des recruteurs qui envoient des messages à l'appel pour trouver du monde. Et moi, je réponds souvent. Il y a des gens récemment, j'ai juste dit par exemple que je cherchais plus à Rennes, là où je suis actuellement. Du coup, il m'a dit ok, pas de problème, bonne continuation, machin. Une personne la semaine dernière, pareil, enfin non pas pareil, parce que là, je dis que j'étais intéressé, du coup, hop, ça a marché. Et j'ai un call, comme je disais tout à l'heure, jeudi. Mais il y en a beaucoup aussi où ils te contactent, tu réponds, et juste à ce moment-là où tu sais enfin, eux, ils savent qu'éventuellement tu es intéressé, là, ils regardent ton profil. Et c'est souvent que bah, finalement, non, ça ne les intéresse pas. Du coup, ils te Hmm. répondent même pas. Donc ça fait mal un petit peu. Quand tu te fais contacter, tu réponds. Et si tu te fais ghoster, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de répondre, quoi. Euh, Ouais. C'est voilà. pour ça que moi, je fais des réponses très courtes. Je fais des réponses très courtes et si le truc m'intéresse pas, je dis non, ça m'intéresse pas. C'est bon. Après, peut-être que j'ai pas la même position aussi. Moi, c'est plus tu as d'expérience et plus tu te fais contacter souvent. Et la difficulté, moi, maintenant, c'est de répondre à tout le monde, quoi. Oui, j'imagine. Mm. J'ai pas Et encore ce problème. non, mais tu verras dès que tu auras fait une mission, du moins un CDI, tu vas voir là, ça devient exponentiel. Ouais, bah déjà, depuis que que j'ai mis que j'étais en recherche active, j'ai plus de gens qui me Mm. contactent. Donc, il suffit de peu. Pourtant, je suis qu'en alternance. Mm. Et après ton alternance, tu as prévu d'autres projets personnels, de monter un projet d'entreprise, de montrer un truc sur des réseaux sociaux? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de réseaux sociaux et tu as l'air de très bien les manipuler. Euh, j'ai eu pour habitude d'être plus consommateur que créateur. Je pense pas encore maîtriser totalement les outils et il me faut de l'expérience et de la motivation. Moi, je marche énormément à la motivation et c'est vrai que pour l'instant, dans l'état actuel, bah, j'aime coder, c'est qu'on va dire, mais j'aime créer des projets et c'est ce qui me motive le plus que partager des choses. Alors j'aimerais bien partager du coup mes créations. Ce que j'ai fait aussi récemment, je me suis mis sur Instagram, sur
J'avais créé un compte pro, mais j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber. Je ne le mets pas à jour. Mais mon Instagram personnel, et c'était cool parce que j'ai eu pas mal de retours des gens qui ne connaissent pas du tout dans le développement web et qui quand même suivaient mon truc. C'était pour parce que j'ai fait un projet pour un recruteur. Donc c'était un assez gros projet. Et en gros, je faisais le suivi. Au début, ça a commencé, juste dit oh là là, j'ai envoyé un mail, machin, j'aimerais trop aller dans cette entreprise. Après, oh là là, ils m'ont répondu, malgré que j'ai pas le niveau, ils m'ont donné un projet à faire. Du coup, c'était un peu du storytelling, etc. Et donc, j'avais un retour sur action, sur création assez rapide et intéressant. Du coup, ça m'a motivé à en faire plus. Peut-être que je pourrais me rediriger comme ça ça me trotte d'ailleurs dans la tête de. J'observais un petit peu ce que faisaient les autres, etc. Et c'est vrai que souvent, le storytelling, ça marche. Euh, c'est... Et puis ça attaque plus d'audience aussi, parce que tu n'as pas forcément quelqu'un de technique pour pouvoir écouter et voir ce genre de choses. Donc, si j'ai le temps, je pense que j'essaierai de documenter un projet comme ça, de raconter une histoire, un peu ce que peut faire Micode, par exemple, ou plus récemment, alors malheureusement, je n'ai plus son nom, mais une fille qui fait l'école 42 et qui partage ses avancées. Récemment, la dernière vidéo qui a fait pas mal de bruit d'ailleurs, c'était sur comment hacker une caméra, un truc assez classique, mais elle a une façon de faire assez originale et de raconter comment elle fait qui est intéressante. Donc, ouais, j'aimerais éventuellement faire ça, tester un peu de storytelling et te raconter une histoire pour toucher plus de gens, même des gens, du coup, comme sur Instagram, qui sont pas techniques. Et ouais, il faut que j'essaie de me développer, même sur Twitter, poster plus, sur LinkedIn, poster plus. Euh, parce que ça ouvre des portes. C'est toujours ça le truc. Moi, je le vois parce que j'ai plusieurs communautés et c'est toujours une façon, ça te permet toujours de rentrer en contact avec les gens, ça te permet de montrer ce que tu fais et ça ouvre beaucoup de portes. Hmm. Et toi, peut-être que tu le fais pas, mais ça a aussi un bon prétexte. Parce que Pour. moi, ça m'arrive assez fréquemment maintenant. Là, je vais interviewer d'autres personnes qui ont un niveau qui est bien plus avancé que moi, mais sous prétexte de l'interview, Hmm. tu vas pouvoir discuter avec eux et tu as le droit à un cours particulier d'1 heure avec eux. Hmm. Et c'est pas bête. Tu gagnes en même temps de partager, de faire gagner les autres. Bah, c'est ça, et tu vois, là, on est en train de discuter. Moi, ça me serait jamais venu à l'idée de faire un Discord et de faire des lives sur Discord. Hmm. Donc, je sais que dans 2 heures, j'aurai ouvert un Discord après, quoi. Ah bah, tu peux, si tu le souhaites, même si bon, souvent c'est bien d'avoir sa création, mais le Discord de FZ Coffee est ouvert à des lives éventuellement. Ouais. Je le rajouterai dans les liens de l'épisode. Mais oui, si je peux squatter ton Discord, je pense que je le ferai plutôt. Il n'y Parce a que pas de souci. moi, Discord, c'est surtout de m'en occuper, quoi. Moi, j'ai horreur d'administrer ce genre de truc. Bah, Donc, quand tu fais des bonnes bases, que tu récupères la bonne communauté, là, tu peux voir par exemple, je suis très peu sur Discord, enfin, j'envoie des messages régulièrement, mais j'ai Greg qui est en admin avec moi et qui gère un petit peu, mais tu vois, j'ai jamais eu de soucis, ça tourne tout seul, les gens viennent, les gens participent et au final, j'ai pas grand-chose à faire. Quand tu poses bien ta règle, quand tu définis une communauté, pour le coup, assez petite, ça simplifie la vie. Ça marche, ça tourne. Après, il faut pas que ce soit trop petit non plus, parce que sinon ça tourne pas, il n'y a pas beaucoup d'interaction et tout. ouais, c'est Mais c'est un équilibre à c'est avoir. c'est toujours très compliqué, ces trucs-là. C'est que si tu veux toujours avoir une grosse communauté, mais tu t'aperçois qu'au final, plus elle est grosse et moins on t'écoute. Hmm. Et c'est toujours Bah, un. justement, je veux plus avoir de grosses communautés, Mm. plus forcément. J'ai géré plusieurs Discord. Quand j'étais cours à distance, je gérais un Discord avec d'autres étudiants du CNED, donc un des services de l'État pour faire les cours à distance. On était, je crois, ouais, 1200, peut-être même plus. Et ouais, c'est compliqué à gérer. Et donc maintenant, d'autant plus qu'aussi, j'avais pour habitude de créer trop gros. Donc, je voulais tout de suite avoir plein de choses, de faire une V1, paf, j'ai énormément de choses. Sauf que souvent, quand tu fais ça,
Il y a plein de choses que tu n'as pas prévues. Il y a plein de choses que tu te démotives et que tu finis pas. Peut-être souvent, tu lances même pas le projet. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de commencer petit avec un truc qui marche et, d'incrémenter, d'ajouter des choses là-dessus. Et c'est un peu ce que je fais avec le serveur Discord ici. Là, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'aller plus loin. Du coup, je me suis arrêté là. Euh, Mais, euh, mais des fois, même si tu ne veux pas devenir plus gros, tu peux faire différent, tu peux faire d'autres choses. J'ai fait live à un moment, j'ai testé la fonction de stage quand c'est sorti. On a fait une fois un stage, donc juste du vocal, un petit peu comme une radio libre où les gens peuvent discuter, etc. Et c'était d'ailleurs vraiment très cool. J'ai même pas pris en vidéo, mais c'était vraiment très intéressant et on devrait le refaire un jour. C'est sur Discord? Sur Discord, ouais, c'est une fonction de stage où tu as des personnes qui sont sur scène, on va dire, et ils peuvent lever la main, tu peux les inviter, et puis souvent tu commences une discussion comme on le fait là, et puis des gens interagissent, et puis ça peut durer très longtemps. Ouais, un genre de Clubhouse, quoi. C'est totalement basé sur Clubhouse. Ah, d'accord, ils ont. Bon, c'est l'avantage de Discord, c'est que c'est fait par des geeks pour des geeks et les mecs, je pense que dès qu'ils voyaient une fonctionnalité, ils la copient. Et c'est bien copié. D'ailleurs, on n'entend même plus parler de Clubhouse tellement tout le monde a copié ça. Mais je pense que au final, la fonctionnalité que Clubhouse a créée, et, bah, elle doit être plus utilisée maintenant sur Discord que sur n'importe quelle autre plateforme. Bah, l'avantage de Discord, c'est qu'ils ont une communauté gigantesque. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils seront un jour rentables? Ils essayent. Ils essayent, Mais mais pour ils n'ont l'instant, toujours pas trouvé de business model. La dernière fois que j'ai regardé, ils étaient très inquiets parce qu'ils se disent, mais à moins de se faire racheter par Microsoft, il n'y a aucun moyen d'être rentable. et pourtant, ils ont refusé le rachat. Bon, on divague, mais là, même avec les nouvelles fonctionnalités de Trade et tout, ils poussent tout le temps le nitro. Je pense que pour l'instant, c'est ce qui rapporte. J'ai jamais trop regardé comment ils faisaient leur business model parce que tu peux payer un abonnement, tu payes parce que tu payes pas le serveur en lui-même. Non, tu ne payes pas le serveur, c'est abonnement des particuliers qui peuvent booster les serveurs. Là, par exemple, pour les trades, tu peux avoir des trades uniquement de 24 heures, mais si as des boosts qui sont faits du coup par les abonnés Discord Nitro, tu peux les laisser plus longtemps. Tu peux faire des lives, par exemple, de meilleure qualité, des partages d'écran de meilleure qualité, des salons plus gros, rejoindre plus de channels, Hmm. avoir des emojis, des trucs comme ça. Mais je sais pas si ça convainc assez de personnes pour rendre une infrastructure aussi chère qui valent le coup et Le qui sont problème, rentables. c'est la concurrence parce que il y a plein d'autres produits qui font exactement la même chose, quoi. Ouais, pour l'instant, ils s'en sortent bien. Hmm. Tant qu'ils ont des investisseurs, croise les doigts Ouais, pour que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. oui. Bah, que ça fasse pas comme Docker. Ah, je peux Docker suivre. a le même problème, ils ont plus de sous et ils ont la technologie la meilleure du monde, mais personne ne veut payer pour ça. Ouais. Donc, non, mais c'est intéressant. Donc, une fois que tu auras trouvé un boulot, donc tu cherches pas à avoir un boulot à mi-chemin entre l'informatique et le marketing, ou du moins le marketing, les médias sociaux. Non, pas forcément. Là, je me dirige plus vers. Enfin, je veux dire, si c'est possible et si éventuellement c'est comme ça que ça évolue, je suis pas contre. Je suis assez à l'aise du coup maintenant à faire des vidéos et pourquoi pas. Mais je me dirige plus vers du coup développeur. À la base, j'étais front-end. Je fais maintenant relativement. Enfin, je me débrouille en back-end et aussi je fais beaucoup du UX. Donc, je serais éventuellement plus à me diriger vers un taf front-end et un peu designer. Ok, Mais non, pas forcément médias sociaux. d'accord. Bon, on va arriver aux questions de la fin. Donc, là, on a beaucoup parlé de médias sociaux et si certains d'entre nous écoutent, tu aurais une ressource, un livre à nous recommander ou pas? Pour mieux publier sur les réseaux sociaux? Mieux publier, communiquer de façon plus efficace. Eh bien, malheureusement, non. Contrairement à, même pas en fait, contrairement à quelque chose. Non, j'apprends sur le tas. Enfin, il y a toujours des ressources qui sont très intéressantes. Pour le développement, j'ai appris avec FreeCodeCamp principalement. Pour le design, j'ai pratiqué et récemment j'ai découvert le livre Refactoring UI des créateurs de Tailwind CSS que j'adore et c'est ma bible maintenant.
Et donc, il y a toujours des ressources comme ça qui sont un peu game changer, mais je pense que non, j'ai pas de ressources pour la pour les médias communication. sociaux. C'était surtout, ouais, j'ai été longtemps consommateur et j'observe, je déduis, comme pour l'histoire du storytelling dont j'ai parlé tout à l'heure, et je teste. Voilà, c'est tout ce que je peux conseiller, Ouais, bah, je pense que malheureusement. c'est la meilleure solution. C'est, t'as envie de faire une chose, t'essayes, t'échoues, tu recommences. Voilà. Et tu regardes les succès et les échecs des autres pour voir ce qui peut marcher. Mais malheureusement, un des trucs qui fait que je j'explose pas, c'est parce que je suis pas du tout constant. Constant. Et c'est ce que tu as fait du coup au début de ta chaîne où tu as fait une vidéo par jour. Ah, Euh, Ça aide. Mais je pense que c'est juste une question, pas d'âge, mais d'expérience. Moi, j'avais une première chaîne YouTube où j'ai fait exactement la même chose que toi. J'ai essayé Instagram, j'ai essayé Facebook, j'ai essayé YouTube. Et au final, au bout de 2 ans, tu t'aperçois qu'il n'y a qu'une seule chose qui marche. Et maintenant, je me concentre uniquement sur un canal d'acquisition, voire deux. En ce moment, tu vois, je fais Mm. beaucoup YouTube, LinkedIn. Ouais. Mais tu vois, ça m'intéresse pas d'aller, par exemple, sur Instagram. Je sais pas ce que j'aurai à publier. Instagram, c'est pas un réseau social que j'aime. Je suis pas consommateur non plus de ce genre de contenu. Mais je pense que j'ai fait la même démarche que toi. C'est que je me suis dit, j'ai envie de tout essayer et je verrai ce qui marche pour moi. Et moi, ce que j'aime faire, c'est de la vidéo. Eh bien, oui. Mm. Mais sans jamais avoir essayé, tu n'aurais jamais su. Donc, Voilà. il faut tester. Oui. Et puis, il faut pas forcer si ça te fait trop de mal non plus. Par exemple, je sais pas, si tu publies régulièrement sur Twitter et que ça te fait mal, moi, à mon avis, faut pas trop forcer, même s'il faut se bouger un peu les fesses pour essayer de faire avancer les choses. Mm. Mais si tu t'as testé un mode et que ça te fait plus souffrir qu'autre chose, que ça te fait plus perdre de temps qu'autre chose, voilà, il faut bien connaître ses priorités. Dans mon cas, c'est pas ça pour l'instant. Mm. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas mettre ça au centre. Après, je suis pas trop d'accord avec toi sur tout ce qui est vidéo. Au départ, il faut se faire violence parce que la vidéo, c'est le problème, c'est que la vidéo, c'est le pire parce que tu as tout qui ne va pas au départ. Tu as la façon dont tu parles, la façon dont tu te présentes, la Mm. façon dont tu es habillé, l'éclairage, la caméra, le son. Bon, Oui, c'est compliqué. bah, je sais Mais pas. en fait, c'est pas. C'est plus si tu te rends compte que ça t'apporte pas grand-chose et que ce que tu voulais avoir à la base, c'est en fait pas ce que tu as. Alors, si par exemple tu commences sur une chaîne YouTube et que ton objectif c'est directement atteindre le million d'abonnés et que tu te rends compte que c'est compliqué, ça prend du temps et qu'au final tu prends pas de plaisir à faire ce que tu fais, bah, ça va être de moins bonne qualité, ça va pas être cool. Par exemple, moi pour les vidéos, je sais que si je veux publier une vidéo, il faut que ce soit fait dans la journée. Il faut que Hmm. je tourne, que je monte et que je fasse la miniature et que j'envoie une journée, sinon je me démotive et ça sort jamais. Ouais, C'est l'erreur que j'ai fait avec mes dernières vidéos où j'ai dit que c'était une série. J'ai fait une vidéo et 6 mois après, j'ai fait la deuxième. Voilà, je sais que je peux pas promettre trop et je me connais et voilà, parce que ça me met la pression, enfin ça va pas. Donc, si ton objectif, tu te dis là, je me concentre sur un mois, comme, bah, du coup, comme tu l'as fait au début de ta chaîne, Hmm. je veux devenir meilleur à la caméra, je veux commencer à avoir une communauté et me lancer, c'est pas mal de surveillance, mais ouais, il faut se connaître. Oui. Bah, moi, c'est ce que je fais. En gros, souvent, je me dis, je vais tenter un mois, je vais le faire une fois par jour pendant un mois. Et je vais voir ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie de faire. Si j'aime pas, si j'abandonne, bah, c'est pas grave, hein, ça arrive d'abandonner, Ouais. mais au moins l'avantage de le faire tous les jours pendant un mois, c'est que tu vois toutes tes limites, tu vois aussi comment améliorer ta façon de travailler. Parce que faire une vidéo par jour pendant un mois, c'est ultra dur parce que ça t'oblige à toujours être en flux tendu, à te concentrer sur plein de choses, et ça améliore ta façon de travailler. Parce que tu es obligé de travailler vite. Hmm. Et tu te poses pas des questions, ah non, mais là, c'est pas assez bien, je vais être obligé de retourner. C'est parce que ça, c'est aussi le gros problème des créateurs, c'est qu'on veut faire un truc parfait, quoi. Ouais. Et il faut Faut- savoir faut- que quand on lance un truc, personne ne regardera. Donc, Le mieux, les mieux, du bien. mm, c'est ça.
Et bah, je te propose qu'on s'arrête là, parce que moi, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Donc, Ouais, c'était cool. où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver à. Alors, où est-ce que je publie principalement? Du coup, je serais tenté de dire rejoignez-moi sur LinkedIn. C'est là que j'ai essayé de publier bientôt. Évidemment, du coup, on a parlé beaucoup de YouTube. Vous pouvez suivre sur YouTube. Voilà, sur Twitter, je raconte des bêtises, des petits trucs par-ci par-là. Mais... Donc, ouais, j'ai tout. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Twitter, LinkedIn, Twitch. Bon, je pense que je ne ferai pas des lives tout de suite. Donc, vous pouvez si ça vous fait plaisir. Et sinon, mon site, mathisbar.com. Ok, bah, je mettrai tout dans la description. Et s'il y a un recruteur qui nous écoute, je pense qu'il est le Je bienvenu à suis. te contacter. Voilà, dès septembre, je suis open pour l'instant. Il faut être rapide, j'ai déjà des pistes. Tu aurais dû mettre une pancarte, je cherche un boulot derrière Ouais, je cherche un sur le boulot. fond. Ouais, pas bête, j'ai dû faire ça. Ouais, Petite précision d'ailleurs, sur Nantes, Angers ou Paris éventuellement. Mais voilà. Comme ça, Ok. il y a toutes les informations. Ok, je mettrai ça sur LinkedIn. Il recherche à Nantes, Angers. Recrutez-moi. Non, il faut pas. Il faut être inaccessible. Il faut plus dire. Ouais, non, j'ai déjà plein de contacts, ça Non. sert à rien. Vous pouvez essayer, mais bon, Vous pouvez je essayer. sais même pas si je vous répondrai. Bref. Dis plutôt que tu as Google dans le collimateur. Ça marche aussi. Ouais, Google m'a contacté, les gars, vraiment là, il va falloir aligner le billet si vous voulez m'avoir. Non, mais t'inquiète pas, ça marche. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Avant de nous quitter, je vous laisse les coordonnées de Mathis si vous voulez le contacter dans la description, ainsi que le lien vers la nouvelle newsletter. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine interview. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Allez, ciao!